Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et en ce dimanche soir, à la suite des rencontres de la 9e semaine d'activité du dimanche, je suis en compagnie d'un ancien collègue de travail, un ami, Benoît Baudouin, qui est maintenant journaliste et descripteur du UFC au Québec, mais également un ancien joueur de football, le passionné de la NFL, et d'abord avant tout, oui, il porte son chandail des Colts d'Indianapolis for the shoe. Un grand partisan des Colts. Ben, je suis content de t'avoir au podcast pour la toute première fois. Très heureux d'être là, mon cher Didier. Merci de l'invitation. Ben oui, puis merci d'avoir accepté mon invitation également au podcast. Écoute, on va commencer la revue là, des matchs de la NFL de la 9e semaine d'activité. Si mon ordinateur veut coopérer avec moi, donne-moi 2 petites secondes. Voilà, j'ai tellement de fenêtres d'ouvertes là. Pour les matchs. On va commencer avec la rencontre que ben des gens avaient hâte de voir. Hein? Les Chiefs de Kansas City étaient à Buffalo contre les Bills. Je pense que c'était le match le plus attendu cette semaine. Je vais te laisser y aller en premier, étant donné que c'est toi l'invité. Ça a été une victoire des Bills de Buffalo par le pointage 28-21 contre les Chiefs de Kansas City. Qu'est-ce qui a retenu ton attention au cours de cette rencontre? Ben, entièrement d'accord avec toi que c'était le match le plus attendu. Ça a livré la marchandise, une très bonne rencontre, chaudement disputée. Salutations à notre bon ami Nick Dupont, qui était dans les gradins. Oui. Si moi je suis un des gros partisans des Colts au Québec, lui c'est le plus gros partisan des Bills que je connais, donc il assistait à une victoire de son équipe. Mais les Bills de Josh Allen en saison régulière, 5-1 contre les Chiefs de Kansas City. C'est en éliminatoire que ça se gâte et on s'attend, en tout cas, c'est sûr que cette année c'est un peu plus serré, là, mais si si la logique est respectée et si le scénario des dernières années se répète, ces deux équipes-là risquent de peut-être se recroiser encore une fois en décembre ou en janvier, et puis peut-être que ce sera un scénario différent. Les Bills ont très bien joué. Et en fin de quatrième quart, on a mis ça un petit peu, on a mis ça serré, on a mis ça excitant avec un placement raté de Matt Prater. Ça a permis à Pat Mahomes de prendre le ballon une dernière fois avec une vingtaine de secondes à faire. La défense des Bills qui a tenu le coup, mais bon match. En gros, le bon match dans toutes les facettes, là, somme toute, du côté des Bills de Buffalo. Là. Ouais, moi, avant la rencontre, pour moi, le joueur clé du côté des Bills, si on voulait l'emporter, ça devait être James Cook. Parce que je croyais pas que la défense des Bills, c'est qui en arrache en particulier contre le jeu au sol, là, ça tombait, on affrontait les Chiefs qui étaient sans les services d'Isaiah Pacheco, Kareem Hunt a fait qu'est-ce qu'il pouvait. Mais moi, je veux dire que Cook devait connaître un gros match. T'sais, afin de garder la défense des Bills le plus longtemps possible sur les lignes de côté, on devait contrôler l'allure de la rencontre, selon moi, du côté des Bills de Buffalo. Puis James Cook, il a répondu à l'appel. Il a connu un gros match. Josh Allen a été responsable de 3 touchés, mais dans l'ensemble, j'ai aimé la performance de l'unité défensive des Bills de Buffalo. Comme tu as dit, les Bills ont du succès contre les Chiefs en saison régulière. On va voir si on va se recroiser lors des matchs éliminatoires où Kansas City a une fiche de 4 victoires et aucune défaite contre Buffalo. Mais psychologiquement, je pense que les Bills avaient besoin là, de vaincre encore une fois Kansas City en saison régulière. Là, les Chiefs se retrouvent avec une fiche de 5 victoires et 4 défaites, Ben. Là, au cours des dernières semaines, on se disait, ça y est, les Chiefs sont repartis depuis le retour au jeu de Rashee Rice. Mais là, ça a été difficile. Ça a été une défaite contre une équipe de qualité Buffalo. Mais encore une fois, l'attaque au sol, Kareem Hunt, c'est pas suffisant. Même Pacheco, c'est pas comme s'il connaît une bonne saison. Est-ce que ça met un doute dans ton esprit que les Chiefs sont réellement de retour, là, malgré le fait qu'ils ont perdu, comme je dis, là, contre une bonne formation, celle des Bills? Non, parce que l'environnement est pas facile. La foule était en feu là, du côté de Buffalo. Je pense que les Bills voulaient absolument répondre. Ils revenaient, je pense qu'ils ont eu quelques défaites, notamment avant leur semaine de congé, contre des équipes de moins bonne qualité. Donc, eux voulaient lancer vraiment un message. Donc, je pense que c'est les Bills qui avaient le couteau entre les dents. Les Chiefs étaient sur 3 victoires de suite, mais on connaît leurs faiblesses. Je suis entièrement d'accord avec toi que leur attaque au sol est peut-être pas parmi les meilleurs de la NFL et tout ça.
Mais on réussit toujours à s'en sortir parce que Pat Mahomes connaît une de ses meilleures saisons depuis les dernières années. Là. Donc, ça ne met pas nécessairement un doute dans mon esprit. Je suis pas mal convaincu que les Chiefs vont faire les éliminatoires malgré tout. Puis comme je te dis, Pat Mahomes en éliminatoire, c'est pas nécessairement le même joueur. Puis on réussit toujours à gagner. Moi, j'ai beaucoup aimé, entièrement d'accord avec toi, le match de James Cook. Le match de Dalton Kincaid aussi, qui a marqué un long toucher. Ça a donné vraiment le ton au match. Là. Il a passé d'abord des 100 verges par voie aérienne. Et en défense, du côté des Bills, Joey Bosa, je pense qu'il a connu son meilleur match depuis qu'il était à Buffalo. Là. Il était souvent dans le champ arrière. Le front défensif des Bills a fait tout un travail pour déranger Mahomes. Puis la tertiaire a fait aussi le travail parce que souvent, ça prenait du temps avant que les receveurs se démarquent. Là. Dans l'ensemble, vraiment, là, comme je te dis, dans toutes les facettes, j'ai bien aimé ce que les Bills ont présenté. Mais c'est ça, c'est du football de haute qualité, deux des meilleures équipes de la Ligue. Là. Ça n'a pas déçu. Ouais, Joey Bosa, on est allé le chercher, on l'a mis sous contrat pour ça, pour ce genre de match-là. Tu sais, souviens-toi, c'est comme s'il remplissait un peu le rôle qu'on souhaitait que Von Miller remplisse exact. Lorsqu'on a amené Von Miller à Buffalo. Malheureusement, Von Miller, bon, il a rendu au bout du rouleau, il avait subi une blessure également, mais Bosa, il a été régulièrement dans le champ arrière. Comme tu l'as dit, on a réussi à déranger Patrick Mahomes. Puis il y avait des absents au niveau de la ligne à l'attaque des Chiefs. Le bloqueur à gauche, la recrue Josh Simmons, était toujours absent. Puis ça a vraiment paru contre les Bills. Alors, si on s'affronte à nouveau en éliminatoire, la ligne à l'attaque pourrait être en santé. Ça pourrait être différent, mais comme tu dis, on a fait ce qu'on avait à faire, puis les ailiers pour rapprocher du côté de l'attaque de Buffalo ont vraiment été très productifs là, lors de cette rencontre. Écoute, il y a les Falcons d'Atlanta qui rendaient visite au Gillette Stadium aux Patriots de Nouvelle-Angleterre. Les Pats ont été en mesure d'aller chercher une 6e victoire consécutive. Ils ont gagné par un petit point, toutefois, 24-23 contre les Falcons d'Atlanta. Les Falcons qui ont raté un converti. Il y a plusieurs bottées qui ont été ratées aujourd'hui. Un botté record. Bref, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Drake May, ça a été une performance plus en denti que qu'est-ce qu'on avait vu lors de ses derniers matchs. Même quand même, il a complété 2 passes de toucher, mais il a également été victime de 2 revirements. Parker Romo, c'est lui le batteur des Falcons, qui a raté un converti qui a fait la différence. Un gros match à part de Drake London. 9 réceptions, 118 verges, un tour du chapeau, 3 touchés pour lui. Penix est en mesure d'éviter les revirements. Mais je pense sincèrement que si ce n'était pas des revirements, les Patriots auraient été en mesure de distancer plus aisément les Falcons d'Atlanta. Moi, j'anticipais que Bijan Robinson n'allait pas connaître un gros match. Ça a été le cas. C'est la défense des Patriots de Nouvelle-Angleterre est une des meilleures de la NFL contre le jeu au sol. Puis c'est ça qu'on a vu. Mais du côté des Falcons, ben là, c'est une autre défaite. Puis la saison commence vraiment à être décevante du côté d'Atlanta. Ouais, c'était bien parti. Puis Atlanta, c'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde. On ne sait jamais quelle équipe va se présenter. Ça peut être incroyable si Bijan fonctionne, si Drake London fonctionne. Je veux dire, on peut mettre des points au tableau, on a des armes incroyables. Défensivement, parfois on est la meilleure équipe de la NFL, parfois on s'effondre totalement. On se rappellera le match contre les Panthers de la Caroline là, il y a quelques semaines. Alors qu'on s'était fait blanchir puis on avait accordé quelque chose comme 30 points aux Panthers. Mais bref, 30-0, comment est-ce possible? C'est ça. Ben, en tout cas, on va reparler du match des Panthers tantôt. Je suis en train de me dire que finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise équipe que ça, mais bref. Revenons aux Falcons, parce qu'on sait jamais quelle équipe va se présenter. Puis je suis d'accord avec toi, parce qu'aujourd'hui, on aurait peut-être mérité un meilleur sort, parce qu'effectivement, on a créé des revirements. Romo, c'est une interception, c'est un échappé. Il a perdu un échappé également. Donc, c'est vrai que... Ouais, c'est ça, mais c'est ça, il était victime de 2 revirements. Donc, je suis d'accord avec toi que ça a permis vraiment aux Falcons de demeurer dans ce match-là. Parce que la défense a fait le travail, puis c'est dommage parce que c'est un botteur et mal aimé là, qui c'est vraiment ça qui fait la différence dans ce match-là. C'est ce botté raté. Mais non, puis la défense, à part sur Drake London qui a été ciblé à 14 reprises, je pense. Ciblé 14 fois, 9 catchs pour 118 verges, 3 touchés. Le reste de l'attaque des Falcons a été assez timide également. Donc, bon travail de Vrabel et de sa défense dans ce match-là aussi, somme toute. On a limité Bijan à moins de 100 verges total, 96 au total. Donc, pour lui, tu dis, il a connu un mauvais match. Selon ses standards, c'est un mauvais match. Je suis assez d'accord, même s'il a approché la marque des 100 verges. Moins de 4 verges par course en moyenne. Je parle au sol, strictement, oui.
Ouais, non, c'est ça, exact. Au sol, c'est même pas 50 verges là, pour Bijan. Donc, effectivement, le plan de match est clair. Il fallait arrêter le numéro 7. Le 5 a failli nous faire mal, mais on s'est sauvé on s'est sauvé à Foxborough avec une victoire qu'on aurait peut-être pas méritée au final à cause des revirements, mais les bonnes équipes font leur chance. Hein. Ouais, ben oui. Écoute, on avait plein les mains là, face à Drake London, surtout lorsque c'était Jones qui le couvrait. Puis, près de la zone de début, c'est une cible de choix là, pour Michael Penix. Il mesure 6 pieds 4 pouces, Drake London. Puis tu l'as vu, là, durant certains de ses catchs, dans la zone de début, ben, il servait là, de son avantage qu'il avait physiquement. Puis comparativement lorsque Christian Gonzalez le conservait. Le troisième catch pour un toucher, son troisième touché là, spectaculaire, Drake London. Si vous ne l'avez pas vu, là, allez voir ça sur Internet. Honnêtement, là, un catch à une main, on ne sait même pas comment il a fait pour l'attraper. Il a connu vraiment une journée incroyable. Ah ouais, c'est vraiment spectaculaire. Puis une chose que tu as surveillée du côté des Patriots, c'est qu'on a perdu les services du demi-de-coin Christian Gonzalez. Il a subi une commotion cérébrale, sa tête a donné violemment sur la surface du gazon synthétique du Gillette Stadium. En plus de ça, il y a un joueur des Falcons qui est tombé sur la tête en même temps. Bref, Gonzalez, c'est vraiment tout un joueur de football. Alors, son état de santé va être à suivre au cours des prochaines semaines. Mais comme tu as dit, d'une semaine à l'autre, on ne sait pas quelle performance on va voir des Falcons. Ça a été un bon effort de leur part. Comme tu dis, on a provoqué des revirements, mais les Patriots qui ont trouvé une façon de l'emporter, on a été un peu chanceux. Mais ça se poursuit pour les Patriots qui vont participer au éliminatoire, surtout lorsqu'on jette un coup d'œil à leur calendrier qui est très facile. Si tu le veux bien, on va parler de ton équipe, là, For the Shoe. Les Colts d'Indianapolis, je ne sais pas si c'est à cause que je t'ai invité au podcast aujourd'hui, mais là, les Colts ont encaissé leur deuxième défaite de la saison face aux Steelers à Pittsburgh. On a été victime de 6 revirements. Daniel Jones, on a revu le Daniel Jones des Giants. 5 revirements de la part de Daniel Jones. Je te cède la place. Vas-y, Ben, vide-toi le cœur. Vois ça comme une session de thérapie. Là. Exact. Non, ben... Premièrement, salutations à Marc-André Chaloux, ton co-animateur habituel qui, dans notre conversation de pool de foot, a dit Daniel Jones a attendu après l'Halloween pour enlever son déguisement de Peyton Manning. Donc, comme tu dis, retrouve le bon Daniel Jones. Je pense que Marc-André est fier de sa joke puisqu'il me l'a même texté aujourd'hui. Ah ouais, ok. La même joke. Quand même bonne. On en avait une mauvaise dans le corps. Je veux dire, faut concéder que les Colts jouaient au-dessus de leur tête peut-être, à un rythme effréné. On était sur un rythme record en attaque depuis 8 matchs là, maintenant. On était 7-1. Donc, peut-être un retour à la réalité qui va faire du bien aussi là, pour un peu ramener tout le monde sur terre. Les Steelers ont joué tout un match défensivement. Ça s'est vraiment joué. Les revirements, oui, mais les revirements ont été causés par le front défensif des Steelers de Pittsburgh. Parce que la ligne à l'attaque des Colts, qui est à mes yeux une des meilleures, sinon la meilleure de la NFL depuis le début de l'année, on a eu plein les bras aujourd'hui. Les deux bloqueurs de chaque côté, on se faisait déborder constamment par TJ Watt et puis son coéquipier aussi, Alex Highsmith, qui a connu un fort match. Cam Hayward au centre réussissait à mettre beaucoup de pression également. Donc, ça a été... C'est ça qui a causé les revirements parce que Daniel Jones tenait le ballon assez longtemps. Puis là, c'était soit qu'on faisait un sac du corps, on réussissait à lui enlever le ballon, soit que quand Hayward levait les bras dans les airs, on réussissait à dévier des ballons, puis ça se retrouvait dans les mains des joueurs défensifs et tout ça. Donc, c'est ça. Daniel Jones, peut-être, aurait eu avantage sur plusieurs jeux à se débarrasser du ballon plus rapidement, avoir une lecture plus rapide. Mais c'est le premier match vraiment cette année, là, à mes yeux, où sa ligne à l'attaque ne lui donne pas le temps nécessaire pour faire le travail. Puis on n'a pas été en mesure d'impliquer le 28, Jonathan Taylor. Mm-hmm. Tout passe par lui chez les Colts. Puis là, il a été complètement menotté aujourd'hui. Donc, chapeau à la défense des Steelers qui a connu un fort match. Tout n'est pas perdu. Je suis encore confiant. Mais peut-être que là, les prochains adversaires des Colts vont avoir du vidéo. Là, puis ils vont peut-être voir un petit peu une façon, justement, de stopper l'attaque. J'ai hâte de voir les prochaines rencontres, comment Indianapolis va se relever de ça.
Ouais, parce que là, soudainement, les Colts doivent regarder derrière eux. Parce que les Jaguars ont gagné contre les Raiders. On va en parler un petit peu plus tard. Mais je crois sincèrement, Ben, on va donner un mulligan à Daniel Jones, premièrement, OK, parce que c'est son premier mauvais match de la saison. Mais la défense des Steelers, c'est comme si elle était en mission le dimanche après-midi. Parce que ça a vraiment été une semaine d'enfer à Pittsburgh. Après la déconfiture contre les Packers de Green Bay lors du match du dimanche soir la semaine dernière, statistiquement, là, OK, on a vu les statistiques défiler sur les réseaux sociaux tout au long de la semaine. C'est la pire défense dans l'histoire de la concession des Steelers. C'est pas des farces. Ouais, vraiment. Puis, t'en as parlé. Tous les gros noms ont fait des jeux, là. OK, on a vu T.J. Watt, qui a sonné la charge avec son sac, qui a provoqué un échappé. Cam Hayward, il y a également Ike Smith, qui a connu un bon match. Peyton Wilson a rabattu une passe qui a atterri dans les mains, j'ai oublié, dans les mains de quel joueur, pour un revirement, pour une interception. On s'est tellement fait critiquer cette semaine à Pittsburgh. C'est comme ça on n'avait pas le choix là, de sortir avec une grosse performance. Parce que la défense des Steelers, c'est l'unité défensive la mieux payée de la NFL. T'sais, en termes de salaire, là, les gros contrats qu'on a donnés, puis on n'en donne pas pour notre argent là, à l'organisation depuis le début de la saison. Donc, tu sais, je pense qu'on s'est tellement fait critiquer. On avait accordé plus de 30 points dans toutes nos défaites, si je ne me trompe pas, depuis le début de la saison. Puis on était dû là, pour un mauvais match du côté de l'attaque des Colts d'Indianapolis. Alors moi, je donne un mulligan aux Colts d'Indianapolis, parce que je ne sais pas si tu le sais, je suis dans la première rangée du bandwagon des Colts. Rapidement, ça fait des années que je dis. Moi, je trouve que Indianapolis, c'est une bonne formation. Cette équipe-là a du talent, mais elle est tenue en otage par la position carrière. Tu sais, c'est ça qui est arrivé lors des 3-4 dernières années. Puis là, on voit Daniel Jones joue bien. Alors, je vais donner un mulligan à tes Colts. OK, on va donner crédit aux Steelers. On a joué un match incroyable du côté de la défense. Mais maintenant, du côté des Steelers, est-ce qu'on peut répéter ce genre de performance-là? OK, là, on a bien joué pendant un match. J'ai hâte de voir si on va pouvoir répéter ça du côté des Steelers. Laisse-moi ajouter un petit truc. La chaîne a commencé à débarquer au premier quart. Le premier revirement, c'était sur les unités spéciales. Josh Downs, qui n'est pas le retourneur régulier de l'équipe, a commis vraiment une bourde parce qu'il a laissé tomber le ballon devant lui. Ça lui a touché au ventre. Les Steelers, qui venaient de dégager, ont repris le ballon en très très bonne position. Ils ont réussi à marquer un touché. Et puis, au niveau des verges totales, si vous regardez les statistiques, là, les Colts ont été supérieurs en termes de nombre de verges et en termes d'efficacité aux Steelers. C'est juste que les Steelers avaient toujours le ballon constamment dans des excellentes positions à cause des revirements. On prenait souvent le ballon en territoire offensif. Donc, oui, la défense a fait le travail. Aaron Rodgers et son attaque en a fait juste assez dans les circonstances pour dire un gros merci à l'unité défensive et à l'unité des unités spéciales. Là. Ouais, non, mais t'as raison. J'avais oublié là, le cafouillage de Josh Downs sur les unités spéciales. T'sais, ça a mal commencé dès le début de la rencontre pour les Colts d'Indianapolis. Passant à la date limite des transactions dans la NFL, c'est mardi, le 4 novembre. J'ai hâte de voir si les Steelers ont complété une transaction afin d'aller chercher un deuxième receveur de passe, un receveur de passe numéro 2, là, digne du titre de numéro 2 derrière DK Metcalf. J'ai vraiment hâte de voir ça. Maintenant, les Broncos de Denver qui, eux, étaient à Houston contre les Texans. Ça a été une victoire pour les Broncos par le pointage de 18 à 15 avec un botté dans les dernières secondes du quatrième quart. Écoute, CJ Stroud a quitté la rencontre victime d'une commotion cérébrale. Écoute, s'est fait frapper là, violemment. Davis Mills s'est amené en relève. Bon, Mills a joué comme un carrière réserviste qui n'a pas eu de répétition durant la semaine. Que veux-tu? Seulement une moyenne un peu plus supérieure à 4 verges par passe complétée de son côté. Mais j'aimerais parler des Broncos de Denver, Ben. Parce que les Broncos, lorsque tu regardes leur fiche globale, ça va bien. Mais encore une fois, par la passe, je parle de l'attaque aérienne. Bo Nix n'a rien fait pendant les 3 premiers quarts. Ça fait plusieurs fois qu'on voit ça depuis le début de la saison régulière. Ouais. Il a fait des jeux avec ses jambes au 4e quart. On a été en mesure là, de s'évader de Houston avec la victoire. Mais Bo Nix ne connaît pas une bonne saison. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses de sa part. La défense a été solide encore une fois. Mais moi, je ne suis pas impressionné par la saison de Bo Nix jusqu'à présent. Entièrement d'accord. Ça passe par la défense parce qu'on a limité les Texans à 5 bottées de placement, donc on n'a accordé aucun touché. C'est la force de Denver.
c'est bien sûr l'unité défensive. Mais à sa deuxième année, après une année recrue quand même assez spectaculaire pour Bo Nix, ça laisse à désirer cette année. Puis il ne pourra pas toujours s'en sortir avec des remontées magiques au quatrième quart. À un moment donné, c'est ça, là, tu vas rentrer dans le mur à un moment donné. Là, c'est pas chaque équipe qui va te laisser revenir de l'arrière comme ça. Donc, c'est spectaculaire. Parce qu'encore une fois, on tirait de l'arrière au quatrième quart. On a réussi à marquer, je pense, 11 points sans réplique pour aller chercher ce match-là. Puis sur la dernière séquence, c'est les jambes de Bo Nix qui ont permis quand même à son équipe d'aller marquer le toucher. Donc, crédit quand même au carrière de Denver. Quand ça compte, il est là. Mais entièrement d'accord avec toi. 18 en 37, donc c'est à peu près quoi? C'est moins de 50% de passes complétées pour aujourd'hui. 173 verges seulement. Il a 2 belles passes de toucher quand même à R.J. Harvey et puis à Courtland Sutton, mais énorme manque de constance là, pour le carrière des Broncos, qui est encore très jeune, peu d'expérience. Puis comme tu dis, ça va bien. 7-2. On est à égalité avec les Colts au sommet de l'association américaine. Mais tout n'est pas rose là, du côté de Denver malgré cette superbe fiche. Oui, c'est ça. En tout cas, on va voir. Il reste du temps, là. On va entamer la deuxième moitié de la saison. On va voir s'il va pouvoir mieux jouer. Mais ça va prendre plus de sa part lors des matchs éliminatoires. J'ai une question pour toi. Je veux ton avis là-dessus parce que pour revenir à CJ Stroud, là, on espère qu'il ne sera pas absent pour une trop longue période, mais c'est un solide contact. Mais, mais le contact était légal. Le joueur des Broncos l'a vraiment frappé lors de sa glissade au niveau de la poitrine. Mais le contact était tellement solide que sa tête a vraiment donné durement contre le sol. Initialement, on avait lancé le mouchoir pour rudesse excessive. Finalement, on est allé à la reprise et on n'a pas donné de pénalité aux joueurs des Broncos. Je me demandais qu'est-ce que tu en pensais à ce niveau-là, parce que le Miko Ryans, lui, n'était pas nécessairement d'accord. Ouais, ben c'est sûr qu'il n'est pas d'accord. Bon, il a perdu dans son carrière partant. La responsabilité, Ben, du carrière, c'est de se protéger. OK? C'est ta responsabilité en tant qu'arrière. Tu peux pas attendre à la dernière seconde pour glisser. Comme tu l'as dit, ça a été tout un coup d'épaule au niveau de la poitrine. Le joueur est arrivé comme si dans l'angle mort de Stroud. Je ne suis pas certain qu'il l'a vu. Mais c'est ça, c'est à toi de te protéger, de ne pas attendre à la dernière seconde pour glisser, parce que tu sais, tu as un risque que tu vas te faire cogner. Je ne sais pas si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, Trevor Lawrence, lui, ça avait été différent. Il s'est fait cogner à la tête, mais encore une fois, il avait attendu à la dernière seconde. Alors moi, je crois que c'est la bonne décision de la part des officiels. C'est pas un contact à la tête, c'était en pleine poitrine, mais c'est assez CJ Stroud de glisser plutôt. Personnellement, je trouve que ça a été la bonne décision. Ouais, je suis assez d'accord, parce qu'à un moment donné, oui, protéger les carrières 100%, mais faut permettre aux joueurs défensifs de jouer aussi. Puis là, si tu fais un contact qui n'est pas au niveau de la tête à ce niveau-là, au moment de la glissade en plus, puis là, si ça devient des jeux qui sont pénalisés, les joueurs ne seront vraiment défensifs, ils sauront plus sur quel pied danser, puis ça va devenir difficile pour eux. Non, je suis assez d'accord avec ton analyse. Ouais, puis la question de savoir est-ce que là, on vient d'assister à la fin de la saison des Texans d'Houston, aussi avec cette défaite-là, jumelée à la perte de Stroud, tu sais, sa tête a donné tellement violemment sur la surface synthétique. On va voir s'il va être en mesure de jouer lors de la prochaine rencontre des Texans, mais s'il n'est pas disponible, là, ça va être Davis Mills au poste de quart. Bon, au moins, il va y avoir la semaine de préparation. Mais, tu sais, c'est pas comme ça, on avait une bonne attaque terrestre sur laquelle se rabattre. Alors, puis oublie pas, hein, on a commencé avec 3 défaites du côté des Texans. OK? Puis depuis 2000, il y a seulement une équipe qui a été en mesure de participer aux éliminatoires après qu'elle a commencé une saison avec une fiche d'aucune victoire et 3 défaites. C'est les Texans de Houston, je crois, en 2018. En tout cas, peut-être je me trompe au niveau de l'année. Mais c'est ça, il y a juste une équipe qui a été en mesure de le faire. Alors, ça augure mal là, pour Houston à la suite de cette défaite et la blessure à Stroud. Au Tennessee, bon, on va pas passer beaucoup de temps sur cette rencontre-là, à moins que tu me dis que tu sois secrètement un grand fan des Titans. Ils ont perdu encore, pas de surprise. Division, je peux pas prendre contre un adversaire de division. Ouais. Peut-être que tu es un fan de Justin Herbert, je sais pas, puis tu veux nous en parler longuement. Bref, ça a été une victoire par le pointage de 27-20 des Chargers contre les Titans. Justin Herbert a été victime d'une interception retournée pour un toucher, d'un bon vieux pick six très tôt. Les unités spéciales
spéciales des Titans ont marqué des touchés, mais du côté de l'attaque, on n'a pas fait grand-chose. Bref, on a été capable de se replacer du côté des Chargers pour aller chercher la victoire. C'est exactement ça. Si c'était pas... Les Chargers auraient traversé les Titans si ça n'avait pas été de cette interception, retourner pour un toucher, de toucher sur un retour de beauté de dégagement. Est-ce que Cam Ward va avoir une carrière ou va durer plus longtemps qu'une saison au Tennessee? Parce que là, on s'enligne pour avoir le premier choix au total au prochain repêchage du côté des Titans. C'est vraiment, vraiment difficile. Puis je me demande même si on va pas, après un an seulement, passer un autre appel. Parce que Cam Ward, c'est plate. On veut pas lancer la pierre rapidement à un carrière de première année comme ça. Mais on voit pas du tout d'amélioration là, depuis. On l'a lancé vraiment dans la gueule du loup là, à ses débuts dans la NFL. Premier match, partant immédiatement, tout ça. Donc, c'est pas facile. Mais il n'y a pas d'amélioration dans son cas. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais ça me semble être c'est ça. Moi, je suis un fan de Cam Ward. Un choix peut-être qu'on regrette là, déjà. Ouais, écoute, l'équipe est mauvaise autour de lui. OK, puis c'est pas juste l'équipe. On va commencer avec le groupe d'entraîneurs, Ben. Tu sais, puis j'en reviens toujours au propos que l'entraîneur-chef des Vikings du Minnesota, Kevin O'Connell, avait dit à un certain moment de la saison dernière, lorsqu'on lui parlait de Sam Darnold, puis Darnold avait été en mesure de relancer sa carrière. O'Connell avait dit que selon lui, il y a plus d'équipes qui ruinent des jeunes carrières qu'il y a de jeunes carrières qui ruinent des équipes. Puis là, on assiste à ça là, du côté des Titans de Tennessee. OK? Déjà, Cam Ward a eu 2 coordonnateurs, 2 sectionneurs de jeux différents depuis le début de la saison. Un nouvel entraîneur-chef. OK? Là, c'est Mike McCarr qui est l'entraîneur-chef par intérim. On a congédié Callahan. Ça veut dire qu'il faut avoir un nouvel entraîneur-chef l'année prochaine, là. Donc, en un an, il va commencer sa deuxième saison avec un 3e entraîneur-chef, probablement avec un 3e coordinateur à l'attaque. La ligne à l'attaque, elle est pas bonne. C'est vraiment... Quelle carrière pourrait connaître du succès durant pareille situation, là? Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je suis un fan de Cam Ward, je crois en son talent. Mais la raison pourquoi on ne voit pas de progression, c'est que l'équipe autour de lui est vraiment mauvaise. Puis l'organisation des Titans du Tennessee, elle est dysfonctionnelle, Ben. Là, ça fait je ne sais pas combien de fois qu'on engage un nouveau DG, mais on l'associe avec l'entraîneur-chef qui est déjà sur place. Donc là, le nouveau DG, après ça, il congédie le nouvel entraîneur-chef. Après ça, on congédie le DG. Ça n'arrête pas, là. C'est le même cycle. Donc, ça va pas bien, du côté de l'organisation au complet des Titans du Tennessee. Non, exact. Puis pour conclure rapidement là-dessus, O'Connell avait dit ça, puis j'avais écouté Tom Brady aussi qui avait dit quelque chose de similaire. Lui avait dit, moi, je suis devenu un bon carrière parce que j'ai passé 1 an sur le banc derrière Drew Bledsoe, de 1. Puis de 2, j'avais Bill Belichick, un génie de la défense comme entraîneur-chef, qui me coachait, puis qui m'apprenait des défenses, puis à lire des défenses. Puis il dit, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au cou si vous pensez que à travers la NFL, les 32 équipes, les entraîneurs défensifs passent du temps avec le corps arrière. Ça se fait pas. Ça se faisait à la Nouvelle-Angleterre. On leur donne un livre de jeu, on leur montre des vidéos, on leur dit c'est quoi, puis on leur dit au corps arrière, arrange-toi avec tes troubles, puis étudie. On les encadre pas dans la plupart des équipes. Ça m'avait fasciné qu'est-ce qu'il avait raconté, mais ça fait écho vraiment au propos d'O'Connell qui dit il y a plusieurs équipes qui ruinent des corps arrière et pas le contraire. C'est exactement ça. Je sais pas si tu as vu, il y avait un article sur le site d'ESPN qui était sorti durant la saison morte. Puis ça parlait de la saison 2024 de Caleb Williams avec les Bears. Pendant toute la saison, Caleb Williams a jamais eu de meeting avec Shane Waldron. Il était le coordinateur de l'attaque offensif. des Bears. Oui. Il n'y avait jamais eu de meeting avec son OC? Oui. Pense à ça. Écoute, là, l'article, là, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, peuvent trouver l'article. Ça n'avait aucun bon sens comment il n'était pas encadré. Tu sais, c'est ça, là. Il y a des équipes, le personnel d'entraîneur, ils ne savent pas comment développer des carrières. T'sais, on donne l'étiquette de gourou de carrière à n'importe qui, mais il y a très peu de gens qui savent comment coacher la position de carrière. Puis ça explique pourquoi il y a des carrières qui ne se développent pas.
Alors, pour dire que dans le cas de Cam Ward, c'est pas Josh Rosen. Josh Rosen, il était tout simplement pas bon. Je sais pas si tu te souviens, les Cardinals d'Arizona l'avaient repêché en première ronde. Puis un an après, on a repêché Kyler Murray. On s'est débarrassé de Rosen. Rosen était tout simplement pas bon. Il n'a jamais refait surface nulle part. Mais c'est pas le cas dans le cas de Ward. S'il se développe pas, s'il ne devient pas un bon carrière, ça va être la faute de l'organisation des Titans du Tennessee. Du côté des Chargers, on a gagné, mais on a perdu les services de notre bloqueur à gauche, Joe Hart. Il est revenu au jeu la semaine dernière. Là, il y a un joueur qui est tombé dans ses jambes. Il a quitté en voiturette. Bref, on va devoir suivre son état de santé au cours des prochaines semaines. Mais ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Si Hart est blessé... Puis la ligne... Et la ligne est déjà maganée à LA, là, ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'on doit garder un œil là-dessus. Bon, le match de fou, Ben. Les Bears. C'est tellement ridicule ce match-là. Ils étaient à Cincinnati. C'était une victoire pour les Bears sur le pointage de 47-12. C'est une passe de toucher de Caleb Williams à Colson Cleveland. Comment? T'as dit 47-12, 47-42. 47-42, ouais, 47-42, excuse-moi. 47-42. Un match complètement ridicule. Passe de toucher de Williams à Loveland. Il y a eu des plaqués ratés sur ce jeu-là. C'est complètement ridicule. Je sais pas par où tu veux commencer. 576 verges d'attaque pour les Bears. 495 verges d'attaque pour les Bengals. Mais ce qui a fait la différence, c'est que les Bears ont été victimes d'aucun revirement, alors que les Bengals, eux, ils ont été victimes de 3 revirements. Vas-y, dis-moi par où tu veux commencer, parce que moi, en tant qu'ancien joueur défensif, j'avais mal aux yeux et à la tête à regarder ce match-là. Ça a été divertissant, mais en même temps, c'est une comédie. C'est une comédie. 2 mauvaises défenses. C'est pitoyable. La comédie, c'est le bon mot. Les 3 dernières minutes, fallait mettre la petite musique de cirque, là, Benny Hill, pour regarder ça. Les Bengals perdaient par 2 touchés. Tu te dis, c'est terminé. Les Bears vont juste jouer prevent. On va empêcher de... Ouais, non, tabarouette, on laisse faire qu'est-ce qu'on veut à Joe Flacco. Il a l'air de Joe Montana dans ses belles années avec Jerry Rice. Hey, il passe à Jamar Chase. Flacco, 470 verges par la passe. 470! Il jouait contre des cônes. J'ai jamais vu une défense. Les Bears, là, j'ai jamais vu une défense aussi poreuse dans les 2 dernières secondes. Quand tu mènes par des 2 dernières minutes, tu mènes par 2 touchés. Si bien que on a fait 42-41. On a même réussi une transformation de 2 points pour prendre les devants avec 50 secondes à faire. On a réussi la transformation de 2 points. Donc, c'est 2 touchés plus une transformation de 2 points en l'espace de 2 minutes. Tu te dis, impossible. La défense des Bears, c'est pitoyable. Ça fait pitié. Alors que toute l'année, on rit de la défense des Bengals, qui est pathétique. Puis la défense des Bengals qui voit ça aller et qui fait comme « Hold my beer ». On va faire encore pire. Avec 53 secondes, on va laisser faire ce qu'on veut à Caleb Williams qui court partout sur le terrain, évite la pression. Lance à Loveland, qui évite à peu près 3 plaqués, une machine de pinball, poum, 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 58 verges. C'était loufoque à souhait. Je pense que les Bears méritaient de gagner au final. Donc, la bonne équipe a gagné. Mais c'est divertissant. Fantasy, ça a été payant pour tout le monde qui avait des joueurs de ces 2 équipes-là, sauf Rome Odunze, qui, imagine, son équipe fait 42 points, ou fait 47 points, 0. Rome Odunze. Il y a eu 0 points en termes de fantasy. Les Bears, il n'y a eu aucun catch. Attends une minute. Attends, moi, je vais voir ça. C'est pas que je te crois pas, mais je veux le voir de mes yeux. À moins que je me trompe, là, parce qu'il y en a peut-être eu un, c'est la dernière séquence, ou je sais pas trop, mais... Écoute, bref. C'est fort possible. Ben oui, regarde. Vas-y. Rome Odunze, aucune réception. Comment est-ce possible? Imagine-toi, t'es propriétaire de Rome. As-tu Rome Odunze dans ton équipe de fantasy football? Dans un de mes pools, oui. Dans un de mes pools, je l'ai, mais je vais quand même gagner mon match-up, je pense. Ouais. Non. C'était drôle. Il faut le prendre en riant. Puis ça a donné une fin de match quand même spectaculaire, mais tabarouette. Les réunions défensives, puis quand on va regarder des vidéos cette semaine, il va y avoir des mines basses dans les amphithéâtres, dans les deux camps. L'année dernière, on a gaspillé une saison digne d'un joueur par excellence de Joe Burrow.
Puis même si Burrow avait été en santé cette année, si c'était pas blessé, je te dis, ça aurait été un copier-coller de la saison dernière. Tu sais, je l'ai répété 100%. à plusieurs reprises, on n'a rien fait pour améliorer la défense, qui était déjà une joke en 2024. Puis là, c'est pire. C'est même pire, là. Ils sont en train de devenir la risée de la Ligue. C'est vraiment incroyable, là. À quel point la défense de Cincinnati est mauvaise, mais celle des Bears est aussi pire, comme tu as dit. Puis je l'avais dit à Marc-André, lorsqu'on a enregistré le podcast mercredi dernier, j'avais dit, la défense des Bears, elle est secrètement mauvaise. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que les Bears, OK, sont parmi les meneurs en termes de revirement. Mais ils accordent une tonne de verges, sont parmi les pires en termes de verges gagnées, puis c'est exactement ça qu'on a vu, là. On a accordé près de 500 verges, mais le fait qu'on a été en mesure de provoquer 3 revirements, c'est venu nous sauver. Mais là, je pense que tout le monde réalise aujourd'hui à quel point cette défense elle est mauvaise. Si elle ne provoque pas de revirement, oublie ça, tu peux traverser le terrain comme tu le veux là, du côté des adversaires des Bears de Chicago. Puis bon, Caleb Williams, encore une fois, je l'ai vu rater des passes qu'il aurait dû compléter. Ça s'améliore pas de ce côté-là. En tout cas, je pense que tu as bien résumé cette rencontre-là entre les Bears et les Bengals. On va passer un match qui était présenté à 13h au MetLife Stadium. Les Giants de New York, ils ont perdu contre les 49ers de San Francisco. C'était une victoire par le pointage de 34-24 des Niners. Mais la marque finale, elle est trompeuse. On est allé chercher des calories vides du côté de Jackson Dart et des Giants de New York. Tout un match de Christian McCaffrey. Hey! 106 verges au sol, un touché, 67 verges par la passe, un touché. Il a marqué son touché là, par voie de réception. Il était tout seul. La défense des Giants, c'est juste un des meilleurs joueurs en attaque de toute la NFL, Ben. Près de la zone début, on l'a pas couvert. Et quand je l'ai vu en direct, j'étais comme, mais comment est-ce possible? Il y avait littéralement personne dans un rayon de 15 verges de lui. Ouais. C'était incompréhensible. Dure journée au bureau pour la défense des Giants. Puis CMC, en santé, c'est le meilleur joueur de la NFL. Je veux dire, c'est pas le choix de lui donner le titre. Là. Je veux dire, il fait tout, il fait tout pour cette attaque-là. Oui, 100%. Là, je veux dire... Même devant ton Jonathan Taylor, ton favori. Ben, il est plus polyvalent parce qu'il gagne, il capte beaucoup plus de passes. C'est pas le même genre de porteur de ballon. Il est sur une saison record au niveau des verges par la passe pour un porteur de ballon. Chapeau à Mac Jones qui a joué un fort match aussi, le 19-24, donc assez efficace là, de son côté. Mais je suis entièrement d'accord avec toi que c'est un bon match sur la route pour les 49ers. On marque 34 points. On donne pas grand-chose aux Giants qui, eux, tu sais, Jackson Dart, moi je l'adore. Je pense qu'il va être très bon. Puis si on avait Malik Neighbors, puis si on avait Cam Skattebo, peut-être que les choses seraient différentes. Là, c'est un peu difficile tout seul. C'est vrai qu'on oublie la perte de Neighbors. Hein. C'est ça. C'est un peu difficile pour lui de tout faire. Donc je pense que quand les Giants sont en santé, ça peut être intéressant, mais non, les 49ers, défensivement, offensivement, supérieur en tout point aux Giants. Puis ça a été une victoire somme toute facile pour San Francisco. 6-3 quand même, là, San Francisco. Donc avec une bonne tous les saison. Blessés qu'ils ont en plus. Tout, ouais. C'est ça, non? Ouais. Écoute, moi quand Shanahan aurait mon vote pour l'entraîneur de l'année, lui ou Shane Steichen à Indianapolis. Comment? Shane Steichen, je sais que j'avais dit. Ouais. Mais écoute, là, Shanahan, il fait vraiment du bon boulot avec la longue liste de blessés qu'on a. La semaine dernière, on avait vraiment mal commencé le match contre les Texans d'Houston. Je pense qu'on avait juste eu le ballon pendant 5 minutes en première demi. On s'est bien repris. Tu sais, moi, j'avais des doutes. Je veux dire, OK, ça va peut-être mal aller pour les Niners. C'est une équipe de l'Ouest qui joue à 13h sur la côte Est. C'est à 10h du matin, décalage horaire. En fait, de 4h, étant donné qu'on a reculé l'heure, en plus, la nuit de samedi à dimanche, pour les Niners. Mais on était prêts dès le début de la rencontre. Mais pour les Giants, moi, je l'ai dit, après l'écroulement historique là, au 4e quart contre les Broncos, qu'on a accordé 33 points, Brian Daboll aurait dû congédier Shane Bowen, le coordinateur de la défense des Giants. Cette défense-là, elle devrait être mieux que ça, surtout avec le front, la ligne défensive qu'on a. Je sais pas. On a parlé du jeu, on n'a pas couvert Christian McCaffrey, qui est un des meilleurs joueurs en attaque de toute la ligue depuis plusieurs années. C'est incompréhensible. En tout cas, New York se retrouve maintenant avec une fiche de 2-7.
Puis je pense que Daboll, il ne sera pas en mesure là, d'éviter ce qui s'en vient, fort possiblement son congédiement à la fin de l'année. Alors maintenant, à Détroit, les Vikings du Minnesota se sont présentés au Ford Field, puis ils ont vaincu leurs rivaux de section, les Lions. On oublie tout le temps, lors de ces matchs, en tout cas, je ne vais pas parler en ton nom, mais moi, j'avais oublié, c'est un match de section, c'est une rivalité. Ces matchs-là sont toujours plus serrés qu'on l'anticipe. Alors, victoire par le pointage de 27-24 des Vikings du Minnesota. Mais je crois que l'histoire, ça a été J.J. McCarthy, Ben. J.J. McCarthy, il s'est fait critiquer lors des dernières semaines. Puis, je trouvais ça étrange, mais je peux comprendre pourquoi. Parce que les Vikings, il y a un an, ils comptaient au sein de leur formation Sam Darnold, qui joue très bien depuis le début de la saison. On a décidé de le laisser partir. Et Daniel Jones. OK? Mais Daniel Jones, il s'était pratiquement fait garantir qu'il avait des chances d'être partant d'Indianapolis, ce qui n'était pas le cas au Minnesota. Mais là, tu as J.J. McCarthy, qui a été repêché en 2024. Quand tu regardes les carrières de la classe de 2024, Bo Nick, Jaden Daniels, Caleb Williams, ces gars-là ont un certain succès. Jaden Daniels a été sensationnel l'année dernière. Puis là, les partisans des Vikings se disent « Hey, notre gars, il n'a pas joué en 2024. Il a joué seulement 2 matchs cette année. Il a eu un bon quart. Ça a été le 4e quart contre les Bears dans la première semaine d'activité. Après ça, contre les Falcons, ça avait été un départ désastreux. Donc là, il y avait des pressions sur J.J. McCarthy lors de son retour au jeu. Puis il a livré la marchandise. Il a fait des jeux avec ses jambes. Il a décoché des passes avec précision. Ça a été une performance. Il a prouvé quelque chose, je crois, à McCarthy, avec toute la pression qu'il avait, d'aller au Ford Field, qui est vraiment un territoire hostile. Tu sais comment la foule est bruyante au Ford Field. Ça a été vraiment une bonne performance à la part du jeune carrière des Vikings. Ouais, entièrement d'accord avec tout ça. 14-25, c'est rien d'impressionnant. 14-25, 143 verges, il a évité les erreurs. 2 passes de toucher, une seule interception. Il a fait des jeux avec ses jambes aussi, un touché au sol. Il a surtout impliqué tous ses joueurs vedettes. Il est bien entouré. On a visé tôt dans le match Justin Jefferson, Jordan Addison. Aaron Jones, à mes yeux, a connu quand même un fort match. Également, lui qui revient de blessure. Donc, retour de blessure pour J.J. McCarthy, qui avait, comme tu l'as dit, connu un seul bon quart. Donc là, il y a eu une performance, il y a eu 4 bons quarts. Il n'y a rien éclaté, mais il a été solide pendant 4 quarts. Un bon quart de la NFL à l'extérieur, sur la route, dans un environnement difficile. Duel de section, duel de division important pour le classement. D'ailleurs, là, c'est ultra serré dans cette division-là en plus. Donc, oui, chapeau à J.J. McCarthy dans ce match-là. Le jeu du match, probablement à mes yeux, c'est l'échappée de David Montgomery. Par contre, on a récupéré le ballon du côté du Minnesota, puis on a été marqué un touché. Je pense que c'était en fin de 2e quart, si ma mémoire est bonne. Revirement coûteux là. Donc la défense aussi des Vikings a bien fait parce qu'on n'a rien donné, surtout au tandem Montgomery-Jahmyr Gibbs. Ils ont été invisibles dans le match d'aujourd'hui. Donc chapeau à J.J. McCarthy, à la défense des Vikings qui est allé chercher cette victoire-là. On a frappé aussi assez solidement Jared Goff. Là, je l'ai vu à quelques reprises rester au sol, avoir de la difficulté à se relever. Donc c'est ça. Donner du fil à retordre à la grosse attaque des Lions là, qui peut être vraiment explosive. On n'aura jamais vraiment permis de prendre leur rythme aussi. Donc, encore une fois, du côté des Vikings, là, on peut dire mission accomplie aujourd'hui, je pense. Ouais, on connaît bien les Lions. Hein. C'est une rivalité. On s'affronte à tous les ans, 2 fois par année. Puis on était dû là, pour connaître vraiment un bon match du côté de l'unité défensive des Vikings que j'ai trouvé décevante lors des dernières semaines. Mais Brian Flores, il était prêt. Là. Son unité, elle était prête. Parce que l'année dernière, Ben, j'avais trouvé cette statistique au cours de la semaine. Jahmyr Gibbs, en 2024, lors des 2 matchs contre les Vikings, il avait touché au ballon 47 fois pour 337 verges et 6 touchés. Gibbs, dimanche après-midi, 9 courses, 25 verges. Tu as parlé de l'échappée en plus de David Montgomery. Alors, regarde, les Vikings conservent leur espoir de participer aux éliminatoires. La question de savoir est-ce que J.J. McCarthy peut connaître 2 bons matchs consécutifs. Mais c'est juste son 3e départ en carrière. Tu sais, c'est ça, je trouvais que les gens étaient sévères à son endroit. C'est juste son 3e départ. Mais en tout cas, je pense qu'il a démontré qu'il a beaucoup de cran avec sa performance. Écoute, si tu veux bien,
On va enchaîner avec le match qui met aux prises les Jaguars de Jacksonville aux Raiders à Las Vegas au Allegiant Stadium. Les deux équipes avaient congé la semaine dernière. Moi, j'avais hâte de voir si on allait revoir les Jaguars qu'on avait vus au début de la saison. Finalement, ça a tout pris pour battre les Raiders. On a eu recours à la prolongation. Puis la raison pour laquelle Jacksonville a gagné, c'est que les Raiders, eux, ils ont décidé d'y aller pour un converti de 2 points en prolongation. Ils n'avaient rien à perdre à ce point-ci de la saison pour eux. Ils ont décidé d'y aller pour la victoire. Mais ça a été une autre performance de Jacksonville qui m'a laissé sur mon appétit. Ben, au moins, je pense que Liam Cohen a reconnu quelque chose durant la semaine de congé. C'est qu'il doit... le jeu au sol doit être la fondation de l'attaque des Jaguars. On ne peut pas se fier à Trevor Lawrence. Encore une fois, en première demi, il a été victime d'une interception dans la zone des buts. Plus tard, au cours du match, pénalité pour avoir retardé le match. À toutes les semaines, il est victime de pénalité pour avoir retardé le match. C'est vraiment incroyable. Là. Peu importe qui est l'entraîneur-chef, il y a des erreurs mentales de la part de Trevor Lawrence. Bref, on s'est sauvé du Allegiant Stadium avec la victoire. Qu'est-ce qui a retenu ton attention durant ce match-là? En plus, si ma mémoire est bonne, cette interception dans la zone début, c'était sur la toute première séquence à l'attaque des Jaguars. Donc, on avait vraiment eu une bonne séquence. On drivait le terrain, là, on avait fait une belle séquence, puis ça s'est vraiment terminé en queue de poisson. Puis après ça, ça a été ultra défensif comme match parce que il n'y a pas une attaque qui réussissait vraiment à se mettre en marche. Puis finalement, ça a été au 4e quart. Finalement, ça a été tout un match là, en raison du 4e quart puis de la prolongation. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est Brock Bowers. Je te parlais de Christian McCaffrey qui est en santé, le meilleur joueur de la NFL. En santé, Brock Bowers à 100%, c'est possiblement le meilleur ailier rapproché. Là. Ouais, ça l'est. 12 réceptions, 127 verges, 3 touchés. Geno Smith se tournait toujours vers le 89, qui n'a pas échappé un ballon. Le 12 ciblé 13 fois, 12 réceptions, des longs jeux, réussi à éviter des plaqués. Tu sais, réussissait son constamment à se démarquer. Quand il a attrapé une passe en plein centre du terrain, l'accélération était fulgurante. Tu sais, pour un ailier rapproché, il est tellement athlétique, là, c'est vraiment beau à voir. Exact. Il a débordé toute la défense sur le côté gauche pour aller marquer son 2e touché là-dessus. Il a été ennuyé depuis le début de la saison par une blessure à un genou. Il a joué quelques matchs blessé, puis il était presque invisible. Finalement, a fait la bonne chose parce qu'il a utilisé la semaine de congé. Il a raté 2 matchs plus la semaine de congé, je pense. Donc, il y a eu une absence, un repos de 3 semaines. Puis là, on a vu qu'aujourd'hui, c'était un joueur complètement différent. Ça a fait mal parce que moi, je l'avais dans mon pool. Donc, je ne l'ai pas eu dans mon équipe pendant quelques semaines. Mais aujourd'hui, j'étais bien content qu'il soit de retour, je te confirme. Puis qu'est-ce qui a retenu mon attention aussi? Cam Little. Ben oui. On a fait mention plus tôt, mais on a un record aujourd'hui là, dans ce match-là là, pour le batteur des Jaguars quand même. 68 verges, le plus long botté dans l'histoire de la NFL. Il a battu le record qui appartenait à Justin Tucker. Lui, il avait réussi un botté de précision de 66 verges il y a quelques années. Ça se passait au Ford Field contre les Lions. Mais c'est 66 verges, là, puis il n'y avait pas d'espace pour une verge de plus. Puis je me souviens que le ballon avait atterri sur la barre horizontale là, du poteau au début, lorsque Tucker l'avait eu. En fait, le ballon avait dévié sur la barre horizontale, puis finalement, le botté avait été bon. Mais Little, 68 verges, il y avait de l'espace. Ça aurait été bon sur 70, mais je ne sais pas si tu te souviens, lors des matchs préparatoires, il avait réussi un botté de précision sur 70 verges. Ben, je m'en rappelais pas, mais en écoutant le match, ils en ont parlé abondamment et tout ça. Puis je pense, si on a appris ça aussi cette année, parce que tu sais, je suis un fan de la NFL, mais je suis pas les changements au niveau des pièces d'équipement. Là, mais tu sais, on a appris cette année qu'on utilise vraiment des ballons différents pour faire les bottées. Puis c'est le coordinateur défensif Vic Fangio des Eagles qui avait dit plus tôt cette année, il dit avec ces changements-là, ça fait que les ballons, on voit vraiment une différence au niveau de la distance des bottées de placement. Puis lui, il avait prédit un botté de 70 verges cette année. Puis lui, il avait dit que ça va être Brennan Aubrey des Cowboys qui va le réussir. Ouais. Et Aubrey qui a peut-être la meilleure jambe de la NFL. Oui. Donc, c'est pas impossible qu'on voit encore plus loin que 68 parce que c'est vrai, Little a réussi 70 dans les matchs préparatoires, puis 68 aujourd'hui alors qu'il y avait un 3-4 verges d'espace. Donc, ce changement-là, je sais pas exactement c'est quoi. Là. On utilise des ballons différents, donc la pression est différente dans les ballons. Ça fait en sorte qu'on a une distance, une plus grande distance sur les bottées. Oui, définitivement. Non, c'est vrai. C'est une question de temps avant qu'on voit un botté de précision de 70 verges. Mais ça pour dire qu'avec la victoire des Jaguars, ben, tes Colts
doivent regarder en arrière, là, mine de rien. Là. Ça va les garder sharp, là, je pense. Là, c'est ça. Ouais, tu penses que c'est une bonne chose. Faut pas s'échapper trop vite, là, c'est ça. Mais je suis pas sûr qu'on l'a mentionné, mais les Colts aussi, ils ont eu vraiment un calendrier facile depuis le début de l'année. Ils ont affronté 2 fois Tennessee déjà, ils ont affronté les Raiders, ils ont affronté les Cards. Là, ça se corse. Là. Faut qu'on aille jouer à Kansas City, faut qu'on aille jouer à Seattle. Faut qu'on affronte 2 fois les Texans qui sont une bonne défense, les Jaguars, les Jaguars aussi 2 fois. Donc la deuxième moitié de calendrier va être plus dure. Donc ça va être Est-ce que c'était de la poudre aux yeux la première moitié de saison, où on va être capable de poursuivre sur cette lancée-là? Ça va être ça la grosse question dans le camp des Colts à partir des prochaines semaines. Ouais, ça va être à surveiller, il n'y a aucun doute là-dessus. Écoute, il y a les Panthers à Caroline qui se sont pointés au Lambeau Field. Moi, je crois que ça va être une victoire pour les Packers. On a vu Green Bay offrir une très bonne performance la semaine dernière contre les Steelers de Pittsburgh. Pas Justin Field, mais Jordan Love avait commencé le match 20-20 contre les Steelers. Il avait complété ses 20 premières passes. Alors, clairement, contre les Panthers, il allait s'amuser? Ben non. On a perdu 16-13 contre les Panthers à Caroline. Ricky Dowdle, 25 courses, 130 verges et 2 touchés pour les Panthers à Caroline. Qu'est-ce qui a retenu ton attention durant ce match-là? Moi, j'ai vraiment été déçu par les Packers. Faut pas oublier qu'eux, ils avaient perdu plus tôt cette saison contre les Browns de Cleveland. Puis ils ont livré un match nul contre les Cowboys de Dallas. Ça en est une autre formation d'une semaine à l'autre. Je suis pas certain de la performance que Green Bay va m'offrir. À domicile en plus, donc ultra décevant. En plus. Pas été capable vraiment de se mettre en marche. J'essaie de voir s'il y a eu des revirements. Jordan Love a lancé une interception. Est-ce qu'il y a eu des... il y a pas eu de... Donc, c'est pas les revirements vraiment qui ont fait la différence. Je pense que c'est la défense de la Caroline. C'est ça. La défense de la Caroline n'est pas si mauvaise qu'on pense. On pense toujours à l'attaque. On se dit toujours Bryce Young. Bon, c'est difficile, tout ça. Mais là, avec un jeu au sol... Tu sais, encore une fois, là, c'est pas l'attaque vraiment des Panthers qui avait de la différence, c'est la défense. On a limité les Packers de Green Bay, une bonne attaque, à seulement 13 points à domicile. Donc, clairement, c'est ça qui a fait la différence. Puis je suis en train vraiment de me dire que, comme je l'ai dit plus tôt, je pense que les Panthers sont pas si mauvais que ça. 5-4 quand même. Ouais, on est vraiment dans on a une fiche gagnante cette année. Puis on est vraiment dans la course pour faire les éliminatoires dans le sud de la NFC. Là. Je veux dire, c'est pas comme si c'était la division. Tu sais, t'as les Saints là-dedans. On a parlé des Falcons tantôt. Ils ont juste 3 victoires cette année. C'est la division qui appartient à Tampa Bay, mais avec tous les blessés du côté des Buccaneers, qu'est-ce qui va arriver? Donc, les Panthers pourraient faire du bruit dans cette division-là. Dave Canales fait un bon travail comme entraîneur-chef. Tu sais, c'est pas sexy, là, une victoire de 16-13. Mais quand tu te pointes au Lambeau Field, t'es content en maudit de ressortir avec ça. Puis je pense que c'était la bonne décision aussi cette semaine du côté de Canales de dire faut qu'on donne le ballon à Rico Dowdle. On se rend compte que Dowdle, le porteur de ballon, c'est notre meilleur joueur présentement. En l'absence de Chuba Hubbard, il a réussi des matchs sensationnels, du 200 verges et tout ça. Aujourd'hui, 130 verges, 2 touchés. Mais là, lorsque Chuba Hubbard est revenu, c'est lui qui fait le gros salaire. C'est lui qu'on a signé à long terme l'an dernier parce qu'il a connu une bonne saison l'année passée. Donc, on était un peu pris politiquement à faire jouer Hubbard devant Dowdle. Mais là, la décision a été prise. On fait jouer, on donne le ballon à notre meilleur joueur, celui qui nous donne la meilleure chance de gagner. Et il a été récompensé aujourd'hui, Canales, pour cette décision-là, je pense. Là. Non, mais c'est un bon point que tu amènes parce que très souvent, à cause de l'aspect financier, on va pas nécessairement faire jouer le meilleur joueur, du moins le joueur qui est plus productif. T'sais, on se dit, ben là, tel joueur, c'est notre plus haut salarié à cette position-là, puis là, on s'entête à le faire jouer, même si clairement l'autre joueur est meilleur. Mais ouais, non, c'est vrai, ça, c'est une bonne décision de la part de Canales, parce que là, c'est rendu inévitable. Dowdle est meilleur que Hubbard. Là. Du moins, tu continues de remettre le ballon plus souvent à Dowdle. Peut-être que s'il connaît une baisse de régime, ben là, t'as Hubbard, peut-être qu'il sera prêt à prendre la relève. Mais ouais, non, t'as raison, c'est une bonne chose de la part de Canales. Puis écoute, les Panthers, là, je regarde le calendrier, ils n'ont pas encore joué contre les Buccaneers. On a donné la division aux Bucs, généralement, tout le monde. Là, on se dit, regarde, c'est la division des Bucs.
Mais c'est peut-être pas fini, là, cette affaire-là, cette histoire-là. Parce que comme tu l'as dit, les Buccaneers, ils ont plusieurs blessés au sein de leur formation. Là, eux, ils ont congé de cette semaine. Si je me trompe pas, du côté des Bucs, c'est bien ça. Alors, on va voir. Peut-être qu'il y a des blessés qui vont revenir après la semaine de congé du côté de Tampa Bay. Mais je suis vraiment déçu des Packers de Green Bay, toutefois. Je crois vraiment à domicile qu'on a offert une bonne performance après le match qu'on a joué contre les Steelers de Pittsburgh. C'est tellement talentueuse. Puis, écoute, on a perdu le service, oui, de Tucker Kraft, hein, qui lui avait été sensationnel contre les Steelers. Puis là, on craint qu'il a subi une déchirure en ligament croisé antérieur. Si c'est le cas, sa saison serait terminée. Alors, ça serait vraiment un dur coup à Green Bay. Ouais, c'est exactement ça que je voulais ajouter. Là. Oubliez pas que Tucker Kraft a quitté le match. Peut-être le joueur le plus constant en attaque. Ouais. Si tu enlèves Josh Jacobs, là, qui a eu, même lui a eu quelques petits ennuis de santé. Là. Donc Kraft, ça pourrait faire mal à l'attaque des Packers là, pour le restant de l'année. Ouais, les ailiers rapprochés, c'est eux en attaque qui donnent le plus de déséquilibre. On a parlé de l'utilisation des ailiers rapprochés par les Bills de Buffalo contre les Chiefs de Kansas City. Parce que peu importe, si tu les couvres avec un secondaire de ligne, généralement, les ailiers rapprochés vont être plus athlétiques que le secondaire de ligne. Ils sont plus gros que les demi-défensifs. Tu sais, c'est tout le temps une confrontation avantageuse lorsque tu as un bon ailier rapproché comme Tucker Kraft. Écoute, la dernière rencontre dont on n'a pas encore parlé, ça mettait aux prises les Saints de Nouvelle-Orléans aux Rams de Los Angeles. C'est le premier départ en carrière pour Tyler Shock. Le match s'est déroulé comme on l'anticipait. 4 passes de toucher pour Matthew Stafford. Victoire facile des Rams. Ouais, exactement. Et le match était fini peut-être après... à mi-chemin du troisième quart. Là. Rapidement, on a marqué des touchés dans 3 de nos 4 premières possessions du côté des Rams de Los Angeles. C'était rapidement 20-3. Puis on voyait pas comment Shock pouvait revenir dans cette rencontre-là. Puis Puka Nacua a eu le temps de faire presque 100 verges, là, 95 verges, mais attention parce qu'il a quitté la rencontre, lui, en deuxième demi. Il est revenu sur les lignes de revenir. C'est ça, on l'a vu revenir sur les lignes de côté. Il n'a pas joué de jeu. Donc, est-ce qu'on jouait de prudence? Parce que le match était déjà gagné potentiellement. On n'avait pas vraiment besoin de mettre notre receveur vedette. On sait que lui et Puka revient là, de blessure, connaît une saison tout simplement sensationnelle. C'est un joueur tellement physique. Puis là, la blessure, on dit blessure à la poitrine. C'est qu'il serait tombé durement avec le ballon là, sur sa poitrine et tout ça. Donc, on va croiser les doigts que Puka Nacua ne soit pas blessé sérieusement, mais parce que c'est tout un joueur de foot. Puis il fait tout. C'est lui l'attaque. C'est l'attaque entre les 2 lignes de 20 ou entre les 2 lignes de 10. C'est l'attaque de Puka Nacua et Kyren Williams. Mais rendu à l'intérieur de la ligne de 10, là, tu peux impliquer Davante Adams, qui a eu 2 touchés encore une fois aujourd'hui. Ouais. Tu peux impliquer Kyren Williams, qui a eu un fort match, qui a eu des touchés. Donc, Puka est peut-être pas celui qui est le plus visé dans la zone payante, mais pour avancer le ballon, c'est l'arme numéro 1 de Matthew Stafford. Puis fontaine de jouvence pour Davante Adams encore, parce que je regardais ses stats, il y a 8 touchés en 8 matchs. Ça lui fait 8 touchés en 8 matchs. Quand même. Ah oui, il est rendu à 8 en 8. J'avais même pas remarqué. Oui, c'est ça. 2 autres aujourd'hui. Puis là, je regarde. Et lui, il a déjà marqué, je pense en 2020, il a marqué 18 touchés. Dans une année, c'est sa meilleure année, mais il a souvent marqué plus. Ouais, ça. Il y avait la télépathie avec Aaron Rodgers à l'époque. Oui, c'est ça. Non, exact. C'était beau à voir, mais là, ça faisait quelques années qu'on n'avait pas vu ça. Non, mais c'est ça qui arrive quand tu vas jouer pour les Raiders. Il a trouvé la chimie avec Matthew Stafford, hein? Ouais. Non, non, effectivement. Contre la défense des Saints aujourd'hui. Ouais, non, ça aussi, c'est toujours un bon remède là, pour toute attaque. Mais ce que j'aime, c'est le duo de Williams et Corum. Parce que là, on a utilisé Blake Corum encore plus. Puis j'en parlais avec Renaud Bourbonnais, les deux, on était à la description du NFL Red Zone. Ils ont des styles similaires. Tu sais, physiquement, ils se ressemblent. Ils ont des styles similaires. Donc ça va s'aider les deux, là.
afin d'avoir les jambes fraîches, qu'on va arriver en éliminatoire si, bien sûr, les deux porteurs de ballon sont en mesure de rester en santé. Puis dans le cas de Tyler Shock, qui effectue le premier départ de sa carrière, c'est une audition. Hein. Les Saints ont dit qu'ils vont être leur carrière partant d'ici à la fin de la saison. On l'a repêché en deuxième ronde. Il est âgé de 26 ans déjà, alors le temps presse. Il faut l'évaluer afin de voir son repêché en nos carrières. Certaines de ses passes, il a démontré la force de son bras, il a une certaine mobilité. Il a des outils. Là. On voit pourquoi on l'a sélectionné au deuxième ronde. Moi, j'ai des réserves face à lui, mais on va voir. Mais c'était pas facile. Premier départ au SoFi Stadium contre la défense des Rams. Les Rams ont mis sur un des meilleurs fronts de toute la NFL. Il n'a pas eu l'air fou. On va voir là, s'il va être en mesure de s'améliorer. Je rappelle que la date limite des transactions, c'est mardi. Alors, est-ce que les Saints vont être prêts à se départir de certains de leurs vétérans? On parle d'Alvin Kamara, un receveur de passe, Rashid Shaheed. Son nom est mentionné dans des rumeurs de transactions. Est-ce qu'on va finalement entamer le virage jeunesse du côté de la Nouvelle-Orléans? J'ai hâte de voir ça. Je pense que ça serait temps. Le moment est venu de faire ça du côté des Saints. Bon, écoute, Ben, on a fait le tour. Je suis content que tu aies pu te joindre à moi. On va devoir répéter ça, l'expérience. On atteint la mi-saison du côté de la NFL. Écoute, je vais sûrement te réinviter d'ici la fin de l'année afin qu'on puisse de faire le tour, encore une fois, des rencontres du dimanche du côté de la NFL. Ça va me faire plaisir, mon cher Didier. Merci de l'invitation encore une fois. Puis je te souhaite une bonne semaine, mon cher. Ben oui, merci. Ouais, ça va être une semaine occupée. Les Alouettes en éliminatoire. Ils vont jouer la finale de l'Est samedi à Hamilton. Je vais assister à tous les entraînements durant la semaine. Alors, j'ai hâte de voir ça, là, la suite de la saison des Alouettes. Là, est-ce qu'ils vont être en mesure d'atteindre le match de la Coupe Grey? En tout cas, on va voir. Il faut juste patienter à samedi après-midi pour voir ça. Alors, écoutez, pour les gens qui ont regardé cet épisode du podcast ou qui l'ont téléchargé, qui l'ont écouté, j'espère que l'épisode vous a plu. Et on vous reparle mercredi alors que je serai en compagnie de Marc-André. Puis on va avoir un invité là, avec nous afin de nous aider pour mettre la table pour la finale de l'Est qui va avoir lieu entre les Alouettes et les Tiger Cats. Allez, je vous souhaite de passer un bon début de semaine.